Ce chapitre est intitulé Transformation de Laplace. C'est une notion qui est analogue à la transformation de Fourier, qui s'écrit sous la forme d'une intégrale généralisée ou bien une intégrale impropre, et qu'on peut utiliser pour résoudre pas mal d'équations différentielles ordinaires à conditions initiales. Pour étudier la transformation de Laplace, on commence dans la première section par définir cette notion et établir les conditions suffisantes pour qu'une transformation de Laplace soit bien définie et convergente. Dans la deuxième section, on va étudier quelques propriétés concernant ce type de transformation, à savoir la linéarité, la translation, etc. Et puis dans la troisième section, on va étudier la transformation de Laplace inverse, comme on l'a fait pour les transformés de Fourier. Et à la fin, on va expliciter des exemples d'équations différentielles à conditions initiales qu'on peut résoudre en utilisant cette notion de transformation de Laplace. Tout d'abord, je signale que l'objectif principal de la transformée de Laplace est la résolution des équations différentielles à conditions initiales. Mais on va voir à travers deux exemples particuliers à la fin de ce chapitre qu'on peut utiliser la transformée de Laplace pour résoudre l'équation et on aura une solution unique qui vérifie également les conditions initiales associées à l'équation différentielle, qui figure en général dans la théorie des vibrations mécaniques ou encore en électricité lorsqu'on s'intéresse à étudier des régimes forcés sans négliger le régime stationnaire indépendant du temps. La transformée de Laplace, également, peut être considérée comme un passage du domaine temporel, dans lequel les entrées et sorties sont des fonctions du temps, à un domaine de fréquence dans lequel les mêmes entrées et sorties sont des fonctions de fréquence, mais cette fois-ci complexes, contrairement au cas des transformées de Fourier, où le passage se fait vers un domaine des fréquences réelles qu'on a noté par S. Également, il serait possible d'analyser simplement l'effet du système sur l'entrée pour donner la sortie en termes d'opérations algébriques simples. C'est ce qu'on envisage souvent en théorie des fonctions de transfert en électronique ou en mécanique. C'est-à-dire parfois, on ne s'intéresse pas à trouver l'expression explicite de la solution de l'équation différentielle, mais tout simplement on s'intéresse à trouver l'expression de la fonction de transfert qui s'écrit sous la forme de la transformée de Laplace en fonction des termes qui figurent dans l'équation différentielle donnée. Après cette partie introductive, on passe à la première section de ce chapitre, dans laquelle on va étudier la convergence de quelques intégrales en relation avec la transformée de Laplace. Ici, on considère une fonction à valeur complexe, et on suppose qu'il existe un complexe Z0, un cas particulier pour lequel cette intégrale converge. Alors, on peut montrer que cette intégrale converge simplement, quel que soit le réel Z qui possède une partie réelle strictement supérieure à la partie réelle du Z0. Pour justifier ce résultat, on considère deux fonctions phi et psi à valeur complexe. On peut voir que la fonction phi est continue, puisqu'elle s'écrit sous forme du produit d'une fonction f continue et une fonction exponentielle. Et puis l'expression de psi implique qu'elle est également continue, puisqu'elle est dérivable, à savoir que la dérivée de la fonction psi n'est autre que phi. De plus, on peut remarquer également que la limite de cette fonction psi, lorsque u tend vers l'infini, n'est autre que cette intégrale impropre de f multiplié par exponentielle moins z0t. Et donc, puisqu'on a supposé dans les hypothèses de la proposition que cette intégrale converge, ça veut dire que la limite de psi lorsque u tend vers plus l'infini converge également. Et donc, on peut considérer psi comme étant une fonction bornée. En utilisant ces résultats préliminaires, on note m, le sup de psi sur r+, c'est-à-dire la norme de psi, puisqu'elle est bornée, et puis on considère un complexe de parties réelles et imaginaires respectivement x et y, tel que la partie réelle de ce complexe vérifie la condition de la proposition, c'est-à-dire x supérieur à x0. Maintenant, on va essayer de montrer que notre intégrale impropre
convergent à travers des majorations. Dans cette première ligne, on introduit la fonction exponentielle moins tz0. Ensuite, on fait apparaître l'expression de la fonction phi, définie comme j'ai dit tout à l'heure en fonction du produit de f et de l'exponentielle. Et à partir de là, on peut faire une intégration par partie. C'est-à-dire, on fait apparaître la primitive de cette fonction phi, qui n'est autre que la fonction psi, évaluée entre 0 et plus l'infini, plus le reste de l'intégration par partie. Dans la ligne suivante, on calcule la valeur de cette fonction en 0, pour laquelle la fonction psi est nulle, et donc il reste à calculer la limite de cette quantité lorsque t tend vers plus l'infini. Maintenant, on va majorer cette quantité en utilisant le fait que psi est borné, et le module de l'exponentielle moins t fois z moins z0 n'est autre que la valeur absolue de l'exponentielle moins t fois x moins x0, qui est également positif. Pour le deuxième terme, on peut également profiter du fait que la fonction psi est bornée, est majorée par m, ce qui permet de trouver cette intégrale qu'on peut calculer à la base de la condition qu'on a supposée dans la proposition, c'est-à-dire cette intégrale converge parce que le x est supposé être strictement supérieur à x0. Dans ce cas, l'exponentielle de moins t fois x moins x0 également il tend vers 0. Ça veut dire que notre intégrale impropre est majorée tout simplement par cette quantité qui est bornée. C'est suffisant pour dire que notre intégrale de départ converge simplement sous cette condition, c'est-à-dire pour les complexes dont la partie réelle est supérieure strictement à x0, qui représente la partie réelle du complexe particulier pour lequel l'intégrale converge. Également, on peut établir ce résultat de convergence normale de l'intégrale impropre au cas où il existe un élément complexe z0 pour lequel cette intégrale converge absolument. C'est suffisant pour montrer que cette intégrale ne converge pas seulement simplement, mais elle converge normalement, c'est-à-dire l'intégrale de la norme de la fonction à l'intérieur converge également, toujours sous cette condition. Cette fois-ci, il s'agit d'une condition large, c'est-à-dire pour les complexes dont la valeur réelle est supérieure ou égale à la partie réelle de z0. Pour justifier ce résultat, on considère deux complexes z et z0 de parties réelles et imaginaires x, y et x0, y0, tout en supposant que la partie réelle de z est supérieure ou égale à la partie réelle de z0. On se met donc dans les hypothèses du corollaire. Pour montrer qu'on a convergence normale de l'intégrale, il suffit de majorer le sup de la fonction à intégrer. En effet, cette quantité en module n'est autre que le module de f de t fois l'exponentielle, qu'on peut majorer par cette quantité sous la condition x supérieur ou égal à x0. Et donc on obtient cette fonction dont l'intégrale converge au voisinage de plus l'infini. Et puisque cette quantité est indépendante de z, ça veut dire qu'on peut composer à gauche par le sup sur le z, et puis on intègre. Ensuite, on aura que l'intégrale de la norme de la fonction f fois l'exponentielle est majorée par une intégrale qui converge suivant l'hypothèse du corollaire. Par conséquent, notre intégrale de départ converge normalement. Maintenant, nous sommes prêts pour définir la notion de la transformée de Laplace d'une fonction en considérant une fonction d'une variable réelle positive à valeur complexe supposée être continue. Alors, la transformée de Laplace de cette fonction, qu'on note par LF, qui est une fonction qui dépend d'un paramètre complexe, et on peut noter également par f majuscule, c'est-à-dire la transformée de Laplace d'une fonction f, on peut la noter par f majuscule de la variable z qui s'écrit sous cette forme. C'est une intégrale impropre ou bien une intégrale généralisée. Et plus généralement, on appelle transformation de Laplace l'application qui associe toute fonction continue d'une variable réelle positive à valeur complexe, l'application définie par la transformée de Laplace de cette fonction.
À partir de cette définition, on note que la transformée de Laplace d'une fonction f est appelée l'image de f par la transformation de Laplace, tandis que la fonction f est appelée l'original de sa transformée de Laplace. C'est une notion analogue à celle qu'on a vue pour les transformées de Fourier. La deuxième remarque permet de généraliser cette notion de transformée de Laplace pour les fonctions toujours d'une variable positive à valeur complexe et qui ne sont pas forcément continues. Il suffit qu'elles soient continues par morceaux. C'est-à-dire, sur chaque intervalle AB, les discontinuités de f sont en nombre fini et sont de première espèce. Par exemple, si on considère une fonction f qui possède des pôles simples, ou bien des singularités d'ordre 1. Et si jamais f est d'ordre exponentiel, c'est-à-dire elle vérifie cette quantité pour une constante m strictement positive, alors on peut montrer sous ces conditions que la transformée de Laplace de f converge pour tous les complexes dont la partie réelle est supérieure strictement à alpha qui figure dans cette inégalité de la propriété de l'ordre exponentiel associée à la fonction f. Le problème par la suite consiste à déterminer le meilleur complexe z pour que la transformée de Laplace soit convergente, c'est-à-dire bien définie. Ce qui nous ramène à définir la notion de l'abscisse et demi-plan de convergence en considérant cet exemple des réels pour lesquels ce produit des deux fonctions est L1 intégrable, c'est-à-dire l'intégrale de la valeur absolue de cette fonction converge. On définit ensuite l'abscisse de convergence absolue de la transformée de Laplace de la fonction f comme étant la partie inférieure de l'ensemble A, c'est-à-dire l'inf des éléments réels pour lesquels la transformée de Laplace de f en A converge absolument. Ensuite, on définit à partir de cette abscisse de convergence la notion du demi-plan de convergence absolue de la transformée de Laplace de f, c'est-à-dire le plan des complexes z qui possède une partie réelle strictement supérieure à l'abscisse de convergence de la fonction f. Pour illustrer ces définitions, on peut bien localiser le demi-plan de convergence absolue de la transformée de Laplace de f comme étant la partie à droite de ce plan, à gauche, l'intégrale associée à la transformée de Laplace diverge, et sur cette droite, c'est-à-dire pour les complexes dont la partie réelle est égale à l'abscisse de convergence, tout peut se produire sur la droite d'abscisse de convergence absolue. Maintenant, on va voir comment on peut calculer l'abscisse de convergence absolue. En général, soit on utilise la définition de la transformée de Laplace, soit on utilise des outils de comparaison. Pour cette dernière notion, concernant les comparaisons, en considérant deux fonctions f et g à variable réelle positive et à valeur réelle, supposées être continues. Si jamais il existe une constante strictement positive, telle que la valeur absolue de f est majorée par m fois la valeur absolue de g, alors l'abscisse de convergence associée à la fonction f, il sera plus petit que l'abscisse de convergence associée à la fonction g. La deuxième propriété, on peut établir l'égalité des abscisses de convergence si jamais on a équivalence de f et g au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, si on connaît l'abscisse de convergence de la fonction f, on peut déterminer l'abscisse de convergence de la fonction g. Mais pour illustrer l'utilisation de la définition pour déterminer l'abscisse de convergence, on considère cet exemple pour une fonction exponentielle pour t positif et qui est nulle lorsque t est strictement négatif. Ensuite, on note alpha, un complexe de parties réelles et imaginaires respectivement a et b. Et alors, on peut utiliser la définition de la transformée de Laplace de cette fonction, qui n'est autre que cette intégrale. Ensuite, on regroupe les fonctions exponentielles qu'on peut intégrer à travers cette fonction à évaluer entre 0 et plus l'infini. On explicite ici les parties réelles et imaginaires de alpha et z.
ce qui permet de calculer la valeur de cette fonction lorsque t tend vers plus l'infini sous la condition x supérieur strictement à a. Sinon, si le x est inférieur strictement à a, on peut remarquer que l'exponentielle moins t x moins a diverge. Le cas particulier lorsque x égale à a, la limite de cette expression complexe diverge, c'est une fonction trigonométrique. Par conséquent, le seul cas qui garantit la convergence est lorsque x est supérieur à a. Dans ce cas, on peut bien dire que l'abscisse de convergence de notre fonction n'est autre que a, c'est-à-dire la partie réelle de l'exposant alpha. Passons maintenant pour établir quelques propriétés simples concernant la transformée de Laplace, à savoir la linéarité, qu'on peut justifier en utilisant tout simplement la définition de la transformée de Laplace, c'est-à-dire la transformée de Laplace d'une combinaison linéaire de deux fonctions f et g n'est autre que la combinaison linéaire des transformées de Laplace de f et de g. C'est une propriété qu'on peut utiliser pour calculer la transformée de Laplace des fonctions trigonométriques, à savoir cosinus et sinus. Et là, on peut profiter des relations d'Euler, c'est-à-dire en écrivant les expressions de cosinus et de sinus sous forme exponentielle, on peut établir ces relations en utilisant la propriété de la linéarité. Sinon, on peut tout simplement utiliser la définition de la transformée de Laplace appliquée à cosinus et procéder par intégration par partie pour établir ces résultats, tout en faisant attention aux conditions de convergence. Vous pouvez voir ici que pour les deux exemples, on aura convergence si jamais le réel du complexe z est supérieur strictement à la valeur absolue de la partie imaginaire de oméga qui figure dans les expressions de cosinus et de sinus. La deuxième propriété concerne la transformée de Laplace de la translation. On considère une fonction toujours d'une variable réelle positive à valeur complexe qui est nulle pour les valeurs de t strictement négatives et qui admet une transformée de Laplace. Ensuite, on définit la translatée de f en alpha par cette expression. À partir de cette définition, on peut bien justifier que la transformée de Laplace de la translatée de f n'est autre que la multiplication de la transformée de Laplace de f par cette fonction exponentielle. En effet, il suffit de remarquer que la translatée de f est nulle lorsque t moins alpha est négatif et est égale à f par définition lorsque t moins alpha est positif. En profitant de cette remarque et en écrivant l'expression de la transformée de Laplace de la translatée de f en utilisant tout simplement la définition, on peut réduire cette intégrale entre 0 et plus l'infini à une intégrale entre alpha et plus l'infini. Pour la simple raison, c'est que la fonction f est nulle lorsque t moins alpha est négatif, c'est-à-dire lorsque t est inférieur à alpha. Ensuite, on peut utiliser ce changement de variable, x égale à t moins alpha, c'est-à-dire la variation infinitésimale de x n'est autre que la variation infinitésimale de t, et après, on aura un terme qui ne dépend pas de x, qu'on peut faire sortir à l'extérieur, c'est-à-dire exponentielle moins alpha z, et l'intégrale à côté n'est autre que la transformée de Laplace de f. Passons ensuite à la transformée de Laplace de l'homothétie, en considérant toujours une fonction d'une variable positive, réelle, à valeur complexe, une constante k strictement positive, et on suppose toujours que la fonction f est nulle pour les valeurs de t négatives. On définit la fonction f indice k par cette expression. Et donc, on peut montrer que la transformée de Laplace de l'homothétie de f n'est autre que cette expression. En effet, il suffit d'utiliser la définition. Ensuite, on utilise ce changement de variable y égale à kt, c'est-à-dire la variation infinitésimale de y est égale
à k fois la variation infinitésimale de t, et en remarquant que cette quantité, cette intégrale impropre, n'est autre que la transformée de la place de f au point z sur k. Passons maintenant à une propriété très importante qui concerne la transformée de la place des dérivés. Et c'est une opération qu'on utilise souvent lors de la résolution des équations différentielles ordinaires à conditions initiales. En considérant une fonction d'une variable réelle positive à valeur complexe, qui possède un abscisse de convergence absolue, et on suppose que la fonction f est de classe Cn, c'est-à-dire elle est dérivable à l'ordre n et ses dérivés sont continus. Ensuite, on suppose qu'il existe une constante strictement positive, et pour tout cas inférieur ou égal à n, l'ordre de dérivation, la valeur absolue de toutes les dérivées d'ordre k de f sont majorées par cette fonction. Dans ce cas, on peut montrer que l'abscisse de convergence des dérivées d'ordre k de f sont inférieures ou égales à a. Également, on peut établir cette égalité de la transformée de la place des dérivées d'ordre n de f par récurrence. Pour justifier le premier point, on considère un ordre de dérivation inférieur ou égal à n et un complexe de parties réelles et imaginaires respectivement x et y, tout en supposant que le réel du complexe z supérieur à a. Alors, on peut majorer cette intégrale impropre par cette intégrale en utilisant l'hypothèse de la proposition. C'est une intégrale qu'on peut calculer sous la condition x supérieur à a. Et donc, notre intégrale converge absolument. Ça veut dire que l'abscisse de convergence des dérivés km de f seront forcément inférieures ou égales à a. Pour justifier le deuxième résultat, on procède par récurrence en calculant d'abord la transformée de la place de la dérivée première de f en utilisant l'intégration par partie pour obtenir cette expression. Là, on remarque que cette fonction est nulle lorsque t tend vers plus l'infini en utilisant toujours cette inégalité, c'est-à-dire on peut multiplier la fonction f par exponentielle moins tz, et puis on va essayer de majorer son module. Et donc on obtient que cette fonction converge vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Ce qui permet d'obtenir cette relation, et on va essayer de démontrer une relation similaire en appliquant la transformée de la place à la dérivée seconde en profitant du résultat qu'on a trouvé pour la transformée de la place de f'. Et à partir de là, on peut bien remarquer que la relation générale d'ordre n, c'est-à-dire la transformée de la place des dérivées d'ordre n de f s'écrit sous cette forme, qu'on peut établir par récurrence. En effet, il suffit de calculer la transformée de la place des dérivées d'ordre n, non pas de f, mais de f' pour pouvoir utiliser cette relation de récurrence. Et là, on n'aurait pas besoin des intégrations par partie, juste on essaie d'expliciter la transformée de la place de f' qu'on a déjà établie dans la première étape pour avoir cette relation qu'on peut réécrire encore sous cette forme et par conséquent, on obtient la relation de récurrence qu'on a supposée au départ. Je rappelle que c'est une propriété très importante qu'on utilise souvent lors de la résolution des équations différentielles à condition initiale. On passe maintenant à la notion du produit de convolution en relation avec la transformée de Laplace. On peut justifier d'abord que le produit de convolution de deux fonctions f et g qui s'annulent pour un paramètre t négatif s'écrit sous cette forme. En effet, en utilisant la définition du produit de convolution, qui s'écrit sous forme d'une intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini, ensuite, on profite du fait que la fonction g est nulle lorsque t est négatif, c'est-à-dire que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini sera réduite à une intégrale entre 0 et plus l'infini. Après, on profite du fait que la fonction f
est nul pour les éléments x moins t négatifs. À partir de ce résultat préliminaire, on peut justifier que la transformée de Laplace du produit de convolution de deux fonctions f et g n'est autre que le produit des deux transformées de Laplace de f et g. C'est-à-dire que la transformée de Laplace vérifie la même propriété que les transformées de Fourier pour le produit de convolution. Pour bien comprendre d'où vient ce résultat, on utilise la définition de la transformée de Laplace du produit de convolution, ce qui permet d'obtenir cette intégrale double. Ensuite, on utilise le fait que f et g sont nuls pour les paramètres qui sont négatifs, c'est-à-dire la fonction g est nulle lorsque u est négatif, et puis la fonction f est nulle lorsque t moins u est négatif. Donc l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini sera réduite à cette intégrale entre 0 et t. On peut bien remarquer ici que cette intégrale double concerne ce domaine d'intégration. Le t, il varie entre 0 et plus l'infini, et le u, il varie entre 0 et t, sachant que cette droite a pour équation u égale à t. Par la suite, on va utiliser les outils du calcul intégral, à savoir le théorème de Fubini, ou encore, on peut bien remarquer que ce domaine peut être exprimé par cette expression, c'est-à-dire le t, il varie entre u et plus l'infini, et le u, il varie entre 0 et plus l'infini. En se basant sur cette analyse du calcul intégral, on peut réécrire cette intégrale double sous cette forme. Et à partir de là, on peut utiliser le changement de variable v égale à t moins u, c'est-à-dire que la variation infinitésimale de v est égale à la variation infinitésimale de t. Ensuite, on peut réécrire cette intégrale en fonction de la transformée de Laplace de la fonction f multipliée par exponentielle moins uz. Laplace de f ne dépend pas de u, on peut le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale qui sera multiplié par Laplace de g. Et donc, on vient d'établir que la transformée de Laplace du produit de convolution de f et g n'est autre que le produit des deux transformées de Laplace de f et de g. Une autre propriété intéressante concerne la transformée de Laplace d'une primitive. C'est l'objet de ce résultat, en considérant une primitive notée f majuscule d'une fonction f, et c'est l'unique primitive qui s'annule en 0. On peut montrer, donc, que la transformée de Laplace de cette primitive n'est autre que la multiplication de la transformée de Laplace de f par 1 sur z. En effet, il suffit d'utiliser la définition au niveau de la dérivée de la primitive grand F, utiliser l'expression de la transformée de Laplace de la dérivée qu'on vient d'établir tout à l'heure, et donc on peut exprimer la transformée de Laplace de f par cette relation. Dans cette partie, on va essayer d'établir la relation entre la transformée de Fourier et la transformée de Laplace à travers cette relation. En considérant une fonction localement intégrable, c'est-à-dire intégrable sur tout intervalle de R+, et qui est nulle pour les t qui sont strictement négatifs. On note également le complexe Z de parties réelles et imaginaires x et y respectivement, et dont la partie réelle est supérieure strictement à l'abscisse de convergence de la fonction f. Et donc, la transformée de Laplace de f s'écrit en fonction de la transformée de Fourier du produit de f et de cette fonction exponentielle en y sur 2π. Pour justifier ce résultat, on utilise la définition de la transformée de Fourier de cette fonction en y sur 2π. Ensuite, on profite du fait que la fonction f est nulle pour les paramètres t strictement négatifs pour obtenir
l'expression de la transformée de Laplace de f. Passons maintenant à la troisième section dans laquelle on s'intéresse à déterminer la transformée de Laplace inverse, c'est-à-dire à la donnée d'une fonction f, on va chercher les conditions sous lesquelles il existe une fonction petit f dont la transformée de Laplace est égale à cette fonction grand F. Et si cette fonction existe, c'est-à-dire si cette fonction originale existe, la question de l'unicité sera également importante. On note la transformée de Laplace inverse par ce symbole, c'est-à-dire à la donnée d'une fonction f, on s'intéresse à trouver son original. Pour pouvoir déterminer la transformée de Laplace inverse, on va devoir utiliser une certaine formule appelée formule de Bromwich. C'est l'objet de cette proposition où on suppose que le x est supérieur à l'abscisse de convergence d'une certaine fonction f, et puis on suppose que la transformée de Laplace de f est intégrable. Alors, on peut récupérer cette fonction originale f à travers cette expression où l'intégrale se fait sur le demi-plan de convergence, c'est-à-dire sur la partie des complexes qui possède un réel supérieur strictement à l'abscisse de convergence de la fonction f. On va essayer de justifier ce résultat en profitant de la relation entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier à travers cette égalité. Après, on applique la transformée de Fourier inverse pour avoir l'expression de cette fonction, en multipliant ensuite par l'exponentielle xt pour exprimer la fonction f en termes de cette intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini. C'est une intégrale réelle d'une fonction complexe. Et donc, les outils de l'analyse complexe permettent de passer d'une intégrale réelle à une intégrale complexe en remplaçant le x plus y par z et en remarquant que lorsque y varie entre moins l'infini et plus l'infini, alors le z, il varie dans le demi-plan des complexes qui possèdent un réel strictement supérieur à l'abscisse de convergence de la fonction f. Et donc, à travers cette formule de Bromwich, on peut bien exprimer la fonction originale à la donnée de sa transformée de Laplace. Pour bien comprendre l'utilisation de cette formule de Bromwich, on considère l'exemple suivant d'une fonction trigonométrique cosinus de t définie pour t supérieur ou égal à 0, et on suppose que cette fonction est nulle lorsque t est strictement négatif. Suivant l'exemple qu'on a déjà traité, on a établi que la transformée de Laplace de cette fonction f s'écrit sous cette forme pour les complexes de parties réelles supérieures strictement à l'abscisse de convergence de cette fonction f qui est égale à la partie imaginaire de ce paramètre qui figure dans la fonction cosinus, c'est-à-dire que l'abscisse de convergence de cette fonction est nulle. Et donc, la transformée de Laplace de cette fonction est définie pour les complexes dont la partie réelle est strictement supérieure à 0. Ensuite, on va essayer d'utiliser la formule de Bromwich appliquée à cette fonction, c'est-à-dire appliquée à la transformée de Laplace de f, pour récupérer la fonction originale cosinus de t. Pour cela, on considère la fonction complexe définie par cette expression, c'est-à-dire la fonction qui fait l'objet de la formule de Bromwich, et après, on va appliquer le théorème des résidus sur le lacet composé par les chemins gamma 1 et gamma 2. C'est-à-dire, on considère un chemin vertical gamma 1 localisé sur la partie des complexes qui possèdent un réel strictement positif. Ensuite, on suit le chemin gamma 2 à travers ce cercle de rayon R. On suppose que le rayon R est suffisamment grand pour que toutes les singularités de la fonction g soient à l'intérieur de ce lacet.
Et donc le théorème des résidus permet d'écrire cette relation en ne considérant que les résidus de la fonction g pour les singularités qui possèdent une partie réelle inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire à gauche de ce segment vertical. Ensuite, l'intégrale suivant ce lacet, on peut la décomposer suivant la sommation de ces deux intégrales. Et donc, lorsqu'on fait tendre le rayon R vers plus l'infini, la première intégrale sur le chemin vertical gamma 1 va converger vers l'intégrale sur le demi-plan de convergence, et la deuxième intégrale sur la partie du cercle de rayon R, c'est-à-dire l'intégrale sur gamma 2, va converger vers 0. En effet, il suffit de remarquer que la multiplication de g par z est majorée en module par cette fonction qui est équivalente à l'exponentielle tz lorsque x est au voisinage de moins l'infini. Et c'est une fonction qui converge vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini, et je précise que lorsque x tend vers moins l'infini, permet de faire tendre le module de z vers plus l'infini. Et donc, on peut utiliser le premier lemme de Jordan pour conclure que l'intégrale suivant le chemin gamma 2 de la fonction g converge vers 0 lorsque le rayon R tend vers plus l'infini. De plus, la fonction g possède deux singularités d'ordre 1, c'est-à-dire deux pôles simples, 2i et moins 2i, et donc on peut utiliser les formules classiques pour calculer le résidu de g en ces deux pôles. Et finalement, en utilisant ces résultats, et sachant que l'intégrale sur gamma 1 converge vers l'intégrale sur le demi-plan de convergence lorsque le rayon tend vers plus l'infini, et donc on peut récupérer la fonction cosinus de t en appliquant la transformée de Laplace inverse via la formule de Bromwich. Maintenant, on va voir un autre résultat important, notamment dans la résolution des équations différentielles. On admet le théorème suivant, qui permet d'identifier les fonctions qui possèdent la même transformée de Laplace. On considère l'ensemble E des fonctions d'une variable réelle à valeur complexe, qui vérifient la continuité et qui sont d'ordre exponentiel. Dans ce cas, si jamais deux fonctions possèdent la même transformée de Laplace, alors elles sont égales. À la base de ce résultat, on peut établir la linéarité de la transformée de Laplace inverse en utilisant cette égalité. En effet, en utilisant la linéarité de la transformée de Laplace, c'est-à-dire la transformée de Laplace de la combinaison linéaire de deux fonctions f et g, n'est autre que la combinaison linéaire des deux transformées de Laplace de f et g. Et en utilisant le théorème qui permet d'identifier les fonctions qui possèdent la même transformée de Laplace, on peut appliquer la transformée de Laplace à cette égalité pour établir le résultat de cette proposition. Et ainsi, la transformée de Laplace inverse sera également linéaire, comme c'était le cas pour la transformée de Laplace. Une autre méthode qui permet de déterminer la transformée de Laplace inverse de quelques fonctions particulières simples réside au niveau de la formule de Hewitt. Cette méthode nous permettra de trouver l'original d'une fonction rationnelle qu'on peut décomposer en éléments simples, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous cette forme où le degré de P est inférieur au degré de Q, tout en supposant que cette fonction est irréductible. Cette méthode consiste à décomposer, comme j'ai dit tout à l'heure, cette fraction en éléments simples, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire sous cette forme en termes des singularités de la fonction f, sachant que les singularités de f ne sont que les zéros de la fonction q, c'est-à-dire les complexes qui annulent q de z. À partir de là, on peut appliquer la transformée de Laplace inverse à la fonction, ainsi que tous les éléments de la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle, et en utilisant le fait que la transformée de Laplace inverse de chaque élément simple est égale à exponentielle alpha k t, où alpha k est une singularité ou bien un pôle d'ordre 1 simple. C'est ce qu'on appelle la formule de Hewitt.
Maintenant, on va établir la transformée de la place inverse d'une dérivée. En utilisant cette relation, où on dérive la transformée de la place de f par rapport à z. Et là, on suppose que les outils théoriques qui permettent de permuter la dérivation et l'intégration sont satisfaites. Alors, si on dérive cette transformée de la place par rapport à z, on peut introduire la dérivation à l'intérieur de l'intégrale. La fonction f ne dépend pas de z, ça veut dire qu'on n'aura à dériver que la fonction exponentielle moins tz. On aura cette intégrale qui n'est autre que moins la transformée de la place de la fonction f multipliée par t. Et à partir de là, on peut composer par la transformée de la place inverse pour récupérer la fonction originale moins t fois f. Et en utilisant des outils de récurrence sur l'ordre n, on peut établir cette relation générale. Maintenant, on va établir la relation entre la translation de la place inverse et une translation, où l'objectif est de chercher l'original de cette transformée de la place en appliquant tout simplement la définition. Dans la première étape, on utilise la définition de la transformée de la place de f en z moins a. Ensuite, on sépare ces fonctions exponentielles et en regroupant les fonctions qui dépendent de t et non pas de z, pour obtenir l'expression de la transformée de la place de f multipliée par exponentielle ta. Et donc, on peut appliquer la transformée de la place inverse au niveau des deux termes de cette égalité pour établir ce résultat. Ou encore, l'original de cette fonction par la transformée de la place inverse n'est autre que cette fonction exponentielle multipliée par f de t. En ce qui concerne la transformée de la place inverse et l'homothétie, l'objectif est de chercher l'original de cette fonction, c'est-à-dire l'original de la transformée de la place de f en kz. On considère d'abord cette égalité et puis on utilise la définition. La transformée de la place de f en kz, suivant la définition, n'est autre que cette intégrale. Dans le passage suivant, on utilise ce changement de variable, c'est-à-dire que la variation infinitésimale de u n'est autre que la variation infinitésimale de t fois k. Et cette expression représente la transformée de la place de l'homothétie de f en 1 sur k. Et finalement, on peut appliquer la transformée de la place inverse au niveau des deux termes de cette égalité pour établir ce résultat. Passons maintenant à la dernière section de ce chapitre, dans laquelle on s'intéresse à résoudre des équations différentielles. En commençant par les équations différentielles ordinaires, et on va décrire la méthode générale qui permet de résoudre ce type d'équation à la donnée de conditions initiales. On note ici que les équations différentielles linéaires d'ordre n et à coefficient constant s'écrivent sous cette forme. Vous avez d'une part la première égalité représente l'équation différentielle d'ordre n et les deuxièmes égalités représentent l'ensemble des conditions initiales associées à l'équation différentielle. La méthode consiste à appliquer la transformée de la place à l'équation différentielle. Ensuite, on utilise la propriété de la linéarité de la transformée de la place. Et après, on utilise la propriété de la transformée de la place des dérivées d'ordre n de y. Ce qui permet d'établir une relation entre la transformée de la place de la solution de l'équation différentielle et la transformée de la place du second membre f, tout en précisant que cette opération fait apparaître deux polynômes Pn et Qn-1 de degré n et n-1 respectivement. Et à partir de là, on peut exprimer la transformée de la place à travers cette expression. Et l'étape suivante, c'est appliquer la transformée de la place inverse pour récupérer l'expression de la fonction y si jamais on connaît bien les fonctions originales
de ces expressions. Pour illustrer cette méthode, on considère cet exemple d'une équation différentielle d'ordre 2 avec second membre à condition initiale, c'est-à-dire une position initiale et une vitesse initiale. En appliquant la transformée de la place à l'équation différentielle, on obtient cette expression et en profitant de la linéarité de la transformée de la place ainsi que la propriété de la dérivation. On applique également la transformée de la place au second membre, qui n'est autre que cette fraction rationnelle. Ensuite, on exprime la transformée de la place en termes de cette fonction polynomiale, qu'on peut décomposer par la suite en éléments simples, et finalement, on applique la transformée de la place à cette fonction pour récupérer la solution de l'équation différentielle en déterminant les originales de chaque terme de cette décomposition en éléments simples. Et donc, la solution de notre équation différentielle à condition initiale s'écrit sous cette forme. Considérons maintenant un deuxième exemple qui modélise un système solide ressort avec frottement fluide en mécanique en considérant une cabine en translation. Supposons qu'une cabine en translation le long de l'axe OZ, c'est-à-dire en déplacement vertical, d'un référentiel galiléen et une masse M suspendue à son plafond par l'intermédiaire d'un ressort d'une part de constante de raideur K et d'un amortisseur de coefficient A. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, on peut modéliser ce mouvement par cette équation différentielle d'ordre 2. Et pour la résolution de cette équation, on considère ici le A strictement positif. Et puis on considère une position initiale et une vitesse initiale nulle. En utilisant la méthode générale de la résolution des équations différentielles par la transformée de la place, en appliquant la transformée de la place à l'équation différentielle, au niveau des deux membres de l'égalité, on obtient cette relation et en profitant de la linéarité de la propriété de la dérivation de la transformée de la place, on obtient l'expression de la transformée de la place de la solution de l'équation différentielle. Ensuite, on essaie de faire apparaître quelques grandeurs physiques, à savoir la pulsation des oscillations. On peut faire apparaître ici les pôles ou bien les singularités de cette fraction qui permet par la suite de la décomposer en éléments simples. Et finalement, on applique la transformée de la place inverse au niveau des deux membres de cette égalité pour exprimer la solution de notre équation différentielle à condition initiale sous cette forme.